Chapitre 1. La famille Carnet. Rex Carnet avait bâti sa vie sur 3 principes. Protéger sa famille, gagner son respect et ne jamais commencer un combat qu'on ne peut pas terminer. À 42 ans, il dirigeait une entreprise de construction prospère dans la ville de taille moyenne de Millbrook Creek, en Pennsylvanie. Pas la plus grande opération, mais un travail honnête qui mettait de la nourriture sur la table et payait les études universitaires de sa fille. Sa femme Cheryl enseignait en 3e année à l'école primaire Riverside. Ils s'étaient rencontrés il y a 20 ans, quand Rex était contremaître et elle tout juste sortie de l'université. Elle avait embouti son camion à un feu rouge. Et d'une manière ou d'une autre, cet accrochage s'était transformé en un café, qui s'était transformé en 20 ans de mariage. Leur fille Isabella avait 24 ans et était tout ce qu'ils avaient espéré qu'elle devienne. Intelligente, ambitieuse et au grand cœur, elle avait obtenu son diplôme summa cum laude en marketing et décroché un poste chez Uber Digital Solutions il y a 6 mois. C'était son premier vrai emploi en entreprise et elle s'y épanouissait. Rex se souvenait du jour où elle avait reçu l'offre. La façon dont ses yeux s'étaient illuminés quand elle l'avait appelé du parking après l'entretien. « Papa, ils me veulent. Le salaire de départ est de 55 000 $ avec avantage. » Il avait été si fier qu'il l'avait presque écrasée dans une étreinte quand elle était rentrée à la maison. Mais dernièrement, quelque chose avait changé. L'éclat dans les yeux d'Isabella s'était atténué au cours des 2 derniers mois. Elle rentrait plus tard, parlait moins au dîner et sursautait chaque fois que son téléphone sonnait. Cheryl l'avait remarqué en premier, comme les mères le font toujours. « Quelque chose ne va pas au travail », avait dit Cheryl à Rex un soir après qu'Isabella était allée se coucher. « Elle ne veut pas en parler, mais je vois que ça la ronge. » Rex avait essayé d'aborder le sujet, mais Isabella se contentait de sourire, ce sourire crispé, et disait que tout allait bien, juste en train de m'adapter à la vie en entreprise. « Papa, c'est beaucoup ?» Il n'avait pas insisté, c'était sa première erreur. Sa deuxième erreur avait été de ne pas poser plus de questions quand Isabella avait mentionné la fête annuelle de Noël de l'entreprise. C'était obligatoire, avait-elle dit, tous les employés devaient y assister. Son patron, Dominic Huber, le PDG et propriétaire de l'entreprise, attendait personnellement tout le monde. « On dirait un maniaque du contrôle », avait marmonné Rex. « Il l'est », avait répondu Isabella, d'une voix neutre, « mais il signe mes chèques. » La fête était prévue pour le vendredi 15 décembre, au siège de l'entreprise en centre-ville, événement en cravate noire. Bar ouvert, tout le tralala, Hubert aimait apparemment faire étalage, Rex et Cheryl n'étaient pas invités, employés seulement. Avec le recul, Rex réalisait que cela aurait dû être un autre signal d'alarme. Ce que Rex ne savait pas, ce qu'il n'aurait pas pu savoir, c'est que Dominic Hubert tournait autour de sa fille comme un requin depuis 2 mois, des commentaires sur son apparence, des touches accidentelles sur son épaule, son bas du dos, des insinuations selon lesquelles son avancement professionnel dépendait de sa volonté d'être flexible. Isabella avait essayé de gérer cela de manière professionnelle. Elle avait tout documenté, évité d'être seule avec lui, et s'était jetée dans son travail, espérant que ses performances parleraient plus fort que les avances de Hubert. Mais les prédateurs comme Dominic Hubert n'acceptent pas un non. Rex avait passé ce vendredi soir comme il le faisait toujours, en regardant un match des Penguins avec une bière, attendant que ses filles rentrent à la maison. Cheryl corrigeait des copies à la table de la cuisine. Normal, sécurisant, le genre de soirée que Rex avait passé toute sa vie à construire. Il ne savait pas que, à 50 km de là, le monde de sa fille était en train de s'effondrer, et il ne savait pas que, avant la fin du week-end, Dominic Hubert regretterait d'être né. Chapitre 2. La nuit où tout a changé, l'appel était arrivé à 22h47. Rex somnolait sur le canapé. Le match était terminé depuis longtemps quand le téléphone de Cheryl avait sonné. Elle avait répondu, et Rex avait vu son visage passer de la curiosité à l'horreur en un battement de cœur. « Isabella. »« Chérie, ralentisse. Où es-tu » Rex s'était levé instantanément, l'instinct de vétéran qui ne quittait jamais vraiment un homme. Cheryl avait mis le téléphone sur haut-parleur et Rex avait entendu la voix de sa fille, brisée, terrifiée, à peine cohérente à travers les sanglots. « Je suis sur le parking. Je ne peux pas y retourner. Maman, je ne peux pas. On vient te chercher tout de suite, » avait dit Rex, attrapant déjà ses clés. « Reste dans ta voiture, verrouille les portes. On sera là dans 20 minutes. » Le trajet jusqu'à Uber Digital Solutions avait semblé durer des heures. Cheryl avait essayé d'appeler Isabella 2 fois, mais elle n'avait pas répondu. Quand ils étaient arrivés sur le parking, ils avaient trouvé sa voiture sous un lampadaire au coin le plus éloigné, moteur allumé.
Isabella, penchée sur le volant, Rex avait tapé doucement à la vitre. « Ma petite, c'est papa. Ouvre !» La porte s'était déverrouillée avec un clic et Isabella s'était pratiquement jetée dans les bras de Cheryl. Son maquillage était ruiné par les larmes, sa robe déchirée à l'épaule, et quand Rex avait regardé de plus près, il avait vu le début d'un bleu se former sur son poignet. Son sang s'était glacé. « Qui ?» avait-il demandé calmement. « Qui t'a fait ça ?» Il avait fallu 15 minutes pour obtenir toute l'histoire. Assis dans leur voiture avec le chauffage allumé, la fête s'était bien passée au début. Musique, nourriture, collègues qui discutaient. Mais au fur et à mesure que la nuit avançait et que les gens s'enivraient, Isabella avait remarqué que Dominique Hubert la regardait. Il avait renvoyé sa femme tôt, une épouse trophée qui semblait soulagée de partir, et avait commencé à boire beaucoup. Isabella était allée dans le couloir près des toilettes pour prendre l'air. C'est là que Hubert l'avait coincé. « Il m'a attrapé le poignet », avait dit Isabella, d'une voix creuse. « Il m'a poussé contre le mur. Il sentait le whisky et il s'est approché tout près de mon visage et a murmuré « Couche avec moi ce soir ou tu es viré lundi matin. Toi et toute ta pathétique famille, vous n'êtes rien. Je détruirai l'entreprise de ton père, la réputation de ta mère. Tout. Personne ne me dit non. » Cheryl avait émis un son comme un animal blessé. Les mains de Rex tremblaient, mais sa voix était ferme. Que s'est-il passé ensuite ? Je l'ai repoussé, avait dit Isabella. Forte, et j'ai couru. J'ai pris mon manteau et j'ai juste couru. Rex avait serré sa fille dans ses bras, sentant qu'elle tremblait contre lui. Par-dessus sa tête, il avait croisé le regard de Cheryl. 20 ans de mariage signifiait qu'il pouvait avoir des conversations entières, sans mots. Cela ne resterait pas comme ça. Ils avaient de ramener Isabella à la maison et l'avaient installée avec du thé et des couvertures. Cheryl était restée avec elle, mais Rex s'était excusé pour aller au garage. Il avait sorti son téléphone et avait fait défiler ses contacts jusqu'à trouver un nom qu'il n'avait pas appelé depuis 3 ans. Russell Carney, son jeune frère. Le téléphone avait sonné 2 fois avant qu'une voix rauque réponde « Rex, il est presque minuit. Quelqu'un doit être mort ou mourant. »« Pas encore ?» avait dit Rex calmement. « Mais j'ai besoin de toi. » Russ. Quelqu'un a fait du mal à Isabella. Il y avait eu un long silence. Quand Russell avait repris la parole, sa voix avait changé, plus froide, plus tranchante. La voix d'un homme qui avait passé 12 ans dans le renseignement militaire et les opérations noires avant de prendre sa retraite dans la vie civile. Son nom, Dominic Hubert, PDG d'une entreprise tech ici à Millbrook Creek. Il l'a agressé sexuellement ce soir. Il a menacé toute notre famille. Je serai là demain midi, avait dit Russell. Ne fais rien avant que j'arrive. Et Rex, commence à rassembler tout ce que tu peux sur ce type. Où il vit, où il va, qui il connaît. Je veux toute sa vie cartographiée d'ici à ce que j'arrive. Déjà sur le coup, bien, une chose de plus, Cheryl sait que tu m'as appelé. Rex avait jeté un œil vers la maison où les lumières brillaient chaleureusement aux fenêtres. Pas encore. Garde ça comme ça pour l'instant. Ce que nous allons faire, c'est mieux si elle a un déni plausible. Rex avait compris. Cheryl était bonne. Gentille, croyait au système et à la justice. Elle voudrait appeler la police, engager des avocats, faire les choses de la bonne manière, mais Rex avait été ouvrier du bâtiment assez longtemps pour savoir que le système protégeait les hommes comme Dominique Hubert. Riches, connecté, avec des avocats chers et des amis haut placés, même si Isabella portait plainte, ce serait sa parole contre la sienne. L'affaire traînerait pendant des années, détruisant sa réputation et sa carrière dans le processus. Non, cela requérait une approche différente. « Je te vois demain, Russ. »« Demain », avait confirmé son frère. « Et Rex, nous allons arranger ça. » Il regrettera d'avoir posé les yeux sur Isabella. Après avoir raccroché, Rex était resté assis dans le garage longtemps. Son esprit de contracteur travaillait déjà sur le problème comme sur un plan. Il avait besoin d'informations d'abord, de l'effire, de vulnérabilité. Dominique Hubert avait commis la pire erreur de sa vie ce soir. Il ne le savait pas encore. Chapitre 3. Protocole fantôme. Russell Carney était arrivé à 11h47 le lendemain matin, conduisant une berline grise anonyme qui ressemblait à une location, mais ne l'était probablement pas. À 40 ans, il était de 2 ans le cadet de Rex, mais semblait plus dur, plus mince. Ses cheveux étaient de coupé ras, comme à l'armée, et ses yeux avaient ce regard vide qui venait d'avoir vu trop d'obscurité. Les frères s'étaient étreints sur l'allée, le genre d'étreinte brève et ferme que les hommes se donnent quand les mots ne suffisent pas. « Comment va Isabella ?» avait demandé Russell, secoué, en colère. « Cheryl est avec elle à l'intérieur. Bien, garde-les toutes les deux là. »
Ton garage est sécurisé? Rex avait hoché la tête. Je l'ai insonorisé moi-même quand j'ai construit la maison. Je travaille sur des projets tard le soir parfois. Parfait. Parlons. À l'intérieur du garage, avec la porte fermée et verrouillée, Russell avait sorti un ordinateur portable qui semblait de grade militaire. Montre-moi ce que tu as. Rex avait passé la nuit à faire des recherches. Il avait ouvert des fichiers sur sa propre tablette, des impressions d'articles, des captures d'écran de réseaux sociaux, des enregistrements de propriété. Dominic Huber, 47 ans, né à Pittsburgh, installé ici il y a 12 ans, a fondé Uber Digital Solutions avec de l'argent familial. L'entreprise vaut environ 15 millions de dollars maintenant. Il vit au 847 Riverside Drive, dans la communauté fermée au nord. Famille, épouse Tasha Huber. Mariée depuis 19 ans, pas d'enfant. Elle vient d'une vieille fortune, Family Cummings. Son père possédait la moitié des usines de fabrication de l'État avant de mourir. Donc Hubert a épousé de l'argent, avait dit Russell, tapant rapidement. Classique. Quoi d'autre? C'est là que ça devient intéressant. Rex avait ouvert un rapport de police. Il y a 4 ans, une femme nommée Leanne Cunningham a déposé une plainte pour harcèlement sexuel contre lui. Elle travaillait dans son entreprise, affirmait qu'il l'avait agressée lors d'une retraite d'entreprise. L'affaire a été réglée à l'amiable pour une somme non divulguée et elle a signé un accord de confidentialité. La mâchoire de Russell s'était serrée. Donc il a déjà fait ça avant. Ça empire. J'ai appelé un pote qui connaît des gens dans l'industrie. Apparemment, 3 autres femmes ont quitté l'entreprise de Uber au cours des 5 dernières années dans des circonstances suspectes. Pas de plainte formelle. Mais le schéma est là. Il cible les jeunes femmes, les menace, les agresse, puis soit achète leur silence, soit détruit leur carrière, et personne ne l'a arrêté parce qu'il est riche et connecté. La voix de Russell était neutre, sans émotion, ce qui la rendait plus terrifiante. Qui sont ses amis? Rex avait ouvert plus de notes. Il joue au golf avec Blake Porter, qui est au conseil municipal. Son avocat est Félix McCarty, l'un des avocats de la défense les plus chers de l'État. La famille de sa femme a des connexions avec la législature de l'État, donc le système judiciaire ne le touchera pas, avait dit Russell. Tant mieux, nous n'allons pas par les voies judiciaires. Au cours des 3 heures suivantes, les frères avaient de compiler un dossier sur Dominic Huber, qui aurait rendu jalouse une agence de renseignement. Russell avait accès à des bases de données que les civils ne devraient pas savoir exister. Ils avaient cartographié la routine quotidienne de Huber, ses mouvements, ses habitudes. Il va à une salle de sport en centre-ville tous les matins à 6 heures. Avait noté Russell, club privé, très exclusif. Il y reste exactement 90 minutes, puis va à son bureau. Il aime se sentir supérieur, avait marmonné Rex. Regarde ses réseaux sociaux, tout en fausse modestie et citations motivantes, probablement un trouble de la personnalité narcissique. Russell avait dit « Les hommes comme ça, ils se croient intouchables. C'est bon pour nous, ça les rend prévisibles ?» Verskertoger, Cheryl avait frappé à la porte du garage. Rex avait ouvert une fente. « Tout va bien là-dedans ?» avait-elle demandé, les yeux rougis par les larmes. « Oui, chérie. Russell et moi rattrapons le temps perdu. Comment va Isabella? Elle dort enfin. Rex, nous devons parler de porter plainte. Je sais que c'est dur, mais nous le ferons. » Rex avait menti avec fluidité. « Donne-lui juste du temps pour digérer d'abord. Laisse-la se reposer aujourd'hui et nous verrons les prochaines étapes demain. » Cheryl avait hoché la tête, bien qu'elle paraisse incertaine. « D'accord, je vous fais confiance à tous les deux. » Elle avait regardé Russell. « Merci d'être venu. Russ, la famille prend soin de la famille, » avait dit Russell simplement. Après que Cheryl était retournée à l'intérieur, Rex avait refermé la porte du garage. « Elle va vouloir impliquer les flics. Alors nous devons agir vite, » avait dit Russell. « Voici ce que je pense. Huber est un maniaque du contrôle. Un prédateur qui utilise son pouvoir pour abuser des femmes. Il l'a fait plusieurs fois et s'en est tiré, donc nous allons utiliser ses propres schémas contre lui. » Russell avait ouvert une carte de Millbrook Creek sur son ordinateur portable. Il vit seul la plupart du temps. Sa femme voyage fréquemment, probablement pour s'éloigner de lui. Du lundi au vendredi, il est à son bureau, mais les week-ends, il disparaît. Tu veux deviner où? Quelque part qu'il ne veut pas que les gens sachent. Rex avait dit exactement. J'ai consulté ses relevés de carte de crédit. Ne demande pas comment. Tous les 2 week-ends, il y a un débit pour une société de location de propriété dans le comté voisin. Je l'ai croisé avec les enregistrements de propriété. Russell avait tourné l'ordinateur pour que Rex puisse voir. Il possède un chalet dans les bois à 65 km d'ici. Isolé, pas de voisins à des kilomètres, acheté via une SARL.
donc pas connecté publiquement à son nom. Rex avait senti un sourire froid s'étendre sur son visage. Un endroit où il emmène des femmes, c'est mon hypothèse? Quelque part de privé où personne ne peut les entendre crier. L'expression de Russell était de granit. Nous allons transformer son terrain de chasse en son pire cauchemar. Quel est le plan? Simple. Nous le faisons venir à nous demain soir. Il va recevoir un message très intéressant d'une source anonyme. Preuve de ses crimes. Capture d'écran du procès de Leanne Cunningham qui était censé être scellé. Photo de la robe déchirée d'Isabella et de ses bleus. Nous lui dirons que nous savons pour le chalet et que nous savons ce qu'il y fait. Nous menacerons de tout rendre public à moins qu'il ne nous rencontre là-bas lundi soir. Il viendra, avait dit Rex avec certitude. Son ego ne lui permettra pas d'ignorer une menace. Exactement. Et quand il le fera, nous serons en attente. Les yeux de Russell étaient froids. Rex, ce que je propose, ce n'est pas légal. Ce n'est pas sûr. Si nous nous faisons prendre et nous irons tous les deux en prison. Es-tu sûr de vouloir faire ça? Rex avait pensé au visage d'Isabella, au bleu sur son poignet, à la terreur dans sa voix. Il avait pensé à toutes les autres femmes que Hubert avait blessées, toutes les victimes qui avaient été réduites au silence. Il a menacé ma famille, avait dit Rex calmement. Il a posé les mains sur ma fille. J'ai passé toute ma vie à construire et à créer. Mais pour lui, je brûlerai tout si je le dois. Russell avait hoché la tête lentement. D'accord. Alors, mettons-nous au travail. Lundi soir, Dominique Hubert apprend ce qui arrive quand on blesse un carnet. Les frères avaient passé le reste du samedi et tout le dimanche à préparer. Russell avait appelé des faveurs de ses anciens contacts, acquérant de l'équipement que les civils ne devraient pas avoir accès. Rex avait utilisé ses connaissances en construction pour modifier leurs plans, réfléchissant à chaque détail comme à un chantier, car d'une certaine manière, c'en était un. Ils avaient dit à Cheryl et Isabella qu'ils allaient pêcher lundi soir. Un voyage entre frères pour se détendre. Cheryl avait l'air sceptique, mais n'avait pas insisté. Isabella s'était contentée de hocher la tête, les yeux encore distants. Lundi matin, Dominique Hubert avait reçu un email anonyme à 8h47, à 9h15, selon l'équipement de surveillance de Russell. Hubert avait passé 3 appels paniqués, un à son avocat, un à un détective privé et un à un numéro que Russell avait identifié comme appartenant à quelqu'un avec des liens profonds au crime organisé. Il a peur, avait dit Russell avec satisfaction. Et il va au chalet ce soir pour rencontrer quiconque a envoyé cet email. Exactement comme nous l'avions prédit, il amène du muscle. Cependant, probablement le type du dernier appel. « Pouvons-nous gérer ça ?» avait demandé Rex. Le sourire de Russell était prédateur. « Rex, j'ai géré pire qu'un voyou de location et un lâche en costume. Fais-moi confiance ?» Alors que le soleil se couchait lundi soir, les frères Carnet avaient chargé le véhicule de Russell et s'étaient dirigés vers le nord dans les bois. Aucun des deux n'avait beaucoup parlé pendant le trajet. Ils avaient dit tout ce qui devait être dit. À 20h, ils étaient en position au chalet de Hubert, cachés dans les arbres, observant et attendant. À 20h47, des phares étaient apparus sur la route d'accès. À 21h, Dominique Hubert hurlait. Et à minuit, toute la ville parlerait de ce que la police avait trouvé au chalet, mais ça vient plus tard. Chapitre 4. Le repère du prédateur. Le chalet était niché dans un creux entre des collines couvertes de pins, accessible seulement par une route gravelée qui serpentait à travers 5 km de forêt d'État. Pas de lampadaire, pas de signal cellulaire, pas de témoin. Parfait pour un prédateur, Rex et Russell étaient arrivés 2 heures avant le coucher du soleil, ce qui leur avait donné le temps de surveiller la propriété. Le chalet lui-même était plus grand que Rex ne l'avait imaginé. Pas une cabane de chasseurs rustiques, mais une structure bien entretenue, à 2 étages, avec une véranda enveloppante. L'argent de Hubert était évident dans les détails, lumières à détecteur de mouvement, un système de caméra de sécurité que Russell avait désactivé en moins de 3 minutes et des serrures robustes sur chaque porte. Il est paranoïaque, avait observé Russell, agenouillé près de l'entrée arrière, mais paranoïaque pour les mauvaises choses. Il s'inquiète des cambrioleurs, pas de quelqu'un qui sait ce qu'il fait. À l'intérieur, le chalet racontait une histoire plus sombre. Le rez-de-chaussée semblait assez normal, meubles chers, une bar complète, une cheminée en pierre. Mais à l'étage, Russell avait trouvé ce qu'il cherchait. Une chambre avec des rideaux occultants, des contraintes cachées dans le tiroir de la table de nuit et un petit coffre-fort que Russell avait craqué en 4 minutes. À l'intérieur du coffre-fort, des photographies, des dizaines, des femmes en divers états de détresse.
clairement pas posées volontairement, certaines que Rex reconnaissait du site web de Uber Digital Solutions, d'autres étaient des inconnus. Preuve, avait dit Russell. Photographiant chaque objet avec un appareil photo impossible à tracer, il garde des trophées. Comportement classique de prédateur. Rex avait senti son estomac se retourner. Combien? Russ. Combien de femmes a-t-il fait ça? Plus que nous ne le saurons jamais. Russell avait soigneusement remis tout en place exactement comme il l'avait trouvé. Mais après ce soir, il ne blessera plus personne. Il s'était installé dans les bois, à 45 mètres de l'entrée du chalet, avec une vue claire sur l'allée et la porte d'entrée. Russell avait apporté de l'équipement qui semblait sortir d'un thriller d'espionnage, lunettes de vision nocturne, dispositifs de communication et d'autres engins que Rex n'avait pas interrogés. Il arrivera entre 20h30 et 21h, avait dit Russell, vérifiant sa montre. Son schéma est de constant, toujours en fin de soirée quand il fait complètement noir. Le muscle qui l'amène arrivera probablement en premier pour repérer « c'est là que nous agissons ». Qu'est-ce qu'on fait exactement? Rex avait demandé. L'expression de Russell était froide. Nous allons donner à M. Hubert un avant-goût de ce que ses victimes ont ressenti. Peur, impuissance, la certitude que personne ne vient vous sauver. À 20h34, un SUV noir avait remonté l'allée gravelée. Un homme en était sorti, grand, cou épais, se déplaçant avec la confiance décontractée de quelqu'un qui blessait des gens pour de l'argent. Il avait fait le tour du chalet une fois, vérifié les portes, puis s'était positionné sur la véranda, fumant une cigarette, ancien militaire, probablement, avait murmuré Russell, infanteria, pas force spéciale. Regarde sa posture. Il est alerte, mais indiscipliné. Il sera facile. Facile comment? Comme ça, Russell s'était déplacé si vite et silencieusement que Rex l'avait presque raté. Un moment, il était à côté de Rex dans les arbres. Le suivant, il était derrière le garde. Il y avait eu une brève lutte. Rex avait vu les yeux du garde s'écarquiller de surprise. Puis Russell l'avait mis en clé d'étranglement. 15 secondes plus tard, le garde s'était effondré inconscient. « Aide-moi à le traîner dans la remise », avait dit Russell. Il l'avait attaché avec des liens en plastique dans une petite remise à outils, bâillonnée, et était de retour en position avant que la Mercedes de Dominique Hubert n'arrive à 20h52. Hubert était sorti de la voiture, l'air agité, vérifiant son téléphone à plusieurs reprises. Il portait un costume cher même maintenant, comme si l'armure de la richesse pouvait le protéger. Il avait appelé son garde, n'avait pas eu de réponse, et Rex avait vu le premier frisson de peur traverser son visage. « Bien », avait murmuré Russell, « il est déjà déstabilisé. » Hubert avait déverrouillé la porte du chalet et était entré. Les lumières s'étaient allumées dans la pièce principale. « Maintenant ?» avait demandé Rex. « Maintenant, on attend 5 minutes de plus. » Laisse-le s'installer. Laisse-le penser que c'était peut-être un bluff. Ces 5 minutes avaient semblé des heures. Le cœur de Rex battait dans sa poitrine. Pas de peur, mais d'anticipation. Chaque seconde qui passait, il se rappelait les larmes d'Isabella, sa voix brisée décrivant ce que cet homme avait fait. Enfin, Russell s'était levé. « Allons-y, reste derrière moi, surveille nos arrières, et quoi qu'il arrive, n'hésite pas. Les hommes comme Hubert sont des lâches. Ils craquent face à de vraies conséquences. » Il s'était approché du chalet par 2 angles, se déplaçant avec une précision entraînée. Russell était allé à l'avant, Rex avait contourné par l'arrière, au signal de Russell. Un bref éclat d'une lampe stylo, ils avaient agi simultanément. Rex avait enfoncé la porte arrière au moment où Russell entrait par l'avant. Le bruit avait été explosif dans le chalet silencieux. Dominique Hubert avait bondi du bar, laissant tomber son verre, les yeux écarquillés de choc. « Qu'est-ce que... Qui diable êtes-vous » avait-il commencé à crier. Puis, il avait vu le visage de Russell et était devenu pâle. Ce qu'il y avait vu l'avait fait reculer en trébuchant. « Vous ne pouvez pas... J'appellerai la police ? Ton téléphone ne marchera pas, » avait dit Russell calmement, levant un appareil qui semblait sortir d'un film de science-fiction, brouilleur de signal. « Et ton garde ? Il fait une sieste. C'est juste toi ? Moi et mon frère maintenant ?» Les yeux de Hubert avaient glissé vers Rex et une lueur de reconnaissance avait traversé. « Attends, tu es cet entrepreneur, le père d'Isabella ?» Son visage s'était tordu en quelque chose d'hideux. « Espèce d'idiot de fils de... As-tu la moindre idée à qui tu t'attaques ? Je te détruirai. Tu ne feras rien, » avait dit Rex calmement, et quelque chose dans sa voix avait fait arrêter Hubert. « Parce que si tu dis un mot de plus avant que je t'en donne la permission, mon frère va te casser la mâchoire. » Hoche la tête si tu comprends. La bouche de Hubert s'était ouverte.
fermés, il avait hoché la tête. « Bien, assieds-toi maintenant, nous allons avoir une conversation. » Chapitre 5. Vérité et conséquences. Dominique Hubert était assis dans son fauteuil en cuir chair, essayant de maintenir sa dignité même si la sueur perlait sur son front. Russell se tenait près de la porte, parfaitement immobile, tandis que Rex tirait un tabouret en face de Hubert. « Laisse-moi t'expliquer comment ça marche », avait dit Rex sur le ton de la conversation. « Tu vas répondre à des questions, honnêtement, complètement, et si je pense que tu mens, même un peu, les choses vont devenir très inconfortables pour toi. Compris ? La gorge de Hubert avait travaillé. C'est un enlèvement, une agression. Vous irez en prison pour... » Russell s'était déplacé si vite que c'était presque invisible. Un moment, il était près de la porte. Le suivant, sa main était autour de la gorge de Hubert, le soulevant légèrement du fauteuil. Les yeux de Hubert avaient gonflé, ses mains grattant le poignet de Russell. « Mon frère a demandé si tu comprenais, » avait dit Russell doucement. « Ça requiert une réponse oui ou non. Pas des menaces. » Il avait relâché Hubert, qui s'était effondré dans le fauteuil, haletant. « Oui, » avait sifflé Hubert. « Oui, je comprends. Bien, » avait dit Rex. « Commence par vendredi soir. Raconte-moi exactement ce qui s'est passé à la fête de ton entreprise. » Au cours de l'heure suivante, Rex avait extrait la vérité complète. Au début, Hubert avait essayé de minimiser, de prétendre que c'était un malentendu. Mais Russell avait sorti les photos du coffre-fort, et quand il les avait posées une par une sur la table, la façade de Hubert s'était effritée. Oui, il avait coincé Isabella. Oui, il l'avait menacée, elle et sa famille. Oui, il l'avait fait avant, à d'autres femmes, 11 au total. Au cours de la dernière décennie, il les avait agressées, menacées, ruiné leur carrière si elles ne cédaient pas. Sa richesse et ses connexions l'avaient protégé à chaque fois. Pourquoi ? Avait demandé Rex, essayant sincèrement de comprendre. Tu as de l'argent, du pouvoir, une femme. Pourquoi faire ça ? Le rire de Hubert avait été amer. Parce que je peux. Parce que les femmes, comme ta fille, elles sont toutes pareilles, ambitieuses, désespérées d'avancer. Elles devraient être reconnaissantes pour l'opportunité. Et si elles ne le sont pas, il avait haussé les épaules. Il y en a toujours d'autres. Rex avait senti ses mains se serrer en poing. À côté de lui, Russell avait touché son épaule, un avertissement silencieux de ne pas perdre le contrôle. « Voici ce qui va se passer », avait dit Rex, forçant sa voix à rester ferme. « Tu vas tout confesser, chaque femme que tu as blessée, chaque loi que tu as enfreinte. Tu vas l'écrire, le signer, et nous nous assurerons que ça atteigne les bonnes personnes. » Hubert avait ri. « Un son dur ? Vous pensez que quelqu'un croira ça ? Je dirais juste que vous m'avez forcé. Mes avocats le déchireront en minutes. Vous n'avez rien ? Nous avons plus que tu ne penses, » avait dit Russell. « Tu as sorti un petit enregistreur. Ça tourne depuis que nous sommes entrés. Nous avons ta confession sur bande dans tes propres mots et ces photos du coffre-fort. Nous les avons copiées avec les autres preuves que nous avons trouvées ici. Même si tu détruis les originaux, nous avons des sauvegardes qui iront à chaque média de l'État si quelque chose nous arrive ou à notre famille. » Pour la première fois, une vraie peur avait apparu dans les yeux de Hubert. « C'est une recherche et saisie illégale. Ça ne tiendra pas au tribunal ? Qui a parlé de tribunal ? » Rex s'était penché en avant. « Vois-tu, nous ne sommes pas intéressés par la justice légale. Nous avons vu comment ça marche pour les hommes comme toi. Probation, règlement, claque sur le poignet. Non, nous sommes intéressés par quelque chose de plus permanent. Que voulez-vous » La voix de Hubert avait craqué. « De l'argent ? Je peux vous payer. Dites votre prix. »« Nous ne voulons pas ton argent, » avait dit Rex. « Nous voulons que tu ressentes ce que tu as fait ressentir à ma fille. Ce que tu as fait ressentir à toutes ces femmes. Nous voulons que tu comprennes dans tes os ce que c'est que d'être complètement impuissant. » Russell avait posé un stylo et du papier sur la table. « Commence à écrire chaque nom, chaque date, chaque détail. Tu as 2 heures, et si je refuse, alors les choses empirent, » avait dit Russell simplement. « Beaucoup. Ton choix ?» Hubert avait regardé entre les 2 frères, pesant ses options. Enfin, ses épaules s'étaient affaissées et il avait tendu la main vers le stylo. Pendant que Hubert écrivait, supervisé de près par Russell, Rex était sorti pour passer un appel, pas à Cheryl, mais à quelqu'un d'autre, quelqu'un qu'il avait découvert pendant ses recherches, quelqu'un qui méritait de savoir que Dominique Hubert faisait enfin face aux conséquences. Léanne Cunningham avait répondu à la 3e sonnerie. « Bonjour, mademoiselle Cunningham, je m'appelle Rex Carney. Vous ne me connaissez pas ? Mais il y a 4 ans, vous avez déposé une plainte contre Dominique Hubert. » Chapitre 6.
les titans du web. La confession avait pris 3 heures. Dominique Hubert avait rempli 7 pages de noms, dates et détails qui avaient fait bouillir le sang de Rex. Chaque femme avait une histoire, menacée, agressée, réduite au silence. Certaines avaient quitté la ville entièrement, leur carrière détruite. D'autres avaient accepté de l'argent et des accords de confidentialité, piégées par des contrats légaux qui protégeaient leur agresseur. Isabella n'était même pas la pire, avait dit Hubert, sa voix creuse alors qu'il finissait d'écrire. Son arrogance antérieure s'était évaporée, remplacée par quelque chose qui aurait pu être de la honte si Rex croyait l'homme capable d'en ressentir. Il y avait une femme il y a 2 ans, Noel Grimes. Elle était stagiaire, 19 ans. Ce que je lui ai fait... Il s'était tu, continue d'écrire, avait commandé Russell froidement. À minuit, ils avaient tout. Russell avait photographié chaque page, les avait uploadés sur plusieurs serveurs sécurisés et avait mis en place un interrupteur de l'homme mort. Si lui ou Rex ne se connectait pas toutes les 24 heures, les documents seraient automatiquement envoyés au FBI, à la police d'État et à chaque grand média de Pennsylvanie. Et maintenant, avait demandé Hubert, son visage pâle et tiré, « Vous avez ce que vous vouliez, laissez-moi partir. » « Pas tout à fait, » avait dit Rex. Il avait sorti son téléphone et avait montré l'écran à Hubert. « J'ai été en contact avec Leanne Cunningham. Tu te souviens d'elle ? La femme que tu as agressée à cette retraite d'entreprise. Elle a gardé des preuves aussi. Textos, emails, photos. Des choses que tes avocats n'ont pas pu faire disparaître. Elle avait trop peur pour se manifester avant. Mais maintenant, il avait souri sombrement. Elle parle à un reporter du Pittsburgh Post-Gazette. Ça devrait être en une mercredi. Les yeux de Hubert s'étaient écarquillés. Non. Non, vous ne pouvez pas. Ma réputation, mon entreprise, tu aurais dû y penser avant de poser les mains sur ma fille, avait dit Rex platement. Et il y a plus, avait ajouté Russell. Tu as sorti un ordinateur portable et l'as tourné pour que Hubert puisse voir l'écran. Vois ça, c'est un dossier que j'ai compilé, relevé bancaire, acte de propriété, communications. Il s'avère que tu faisais plus que juste agresser des femmes. Tu gérais une opération de blanchiment d'argent assez sophistiquée via ton entreprise. Argent sale de gens très désagréables blanchi par Hubert Digital Solutions. Le visage de Hubert était passé de pâle à gris. Comment avez-vous... Peu importe comment, avait dit Russell. Ce qui importe, c'est que j'ai déjà envoyé un tuyau anonyme à la division des crimes financiers du FBI. Ils seront très intéressés par ces comptes offshore et ces clients avec qui tu travaillais quand ils découvriront que tu es sous enquête fédérale. Ils seront mécontents. « Vous êtes fous ?» avait murmuré Hubert. « Ces gens me tueront, c'est ton problème. » avait dit Rex sans sympathie. « Tu as construit cette maison de cartes, tu as menacé des femmes innocentes, abusé de ton pouvoir, et tu te croyais intouchable. Maintenant tout s'effondre. Et tu tombais avec. S'il vous plaît, avait dit Hubert. Et maintenant il pleurait. Vraiment en train de pleurer ? S'il vous plaît, je ferai n'importe quoi, je les paierai, je vendrai l'entreprise, je quitterai la ville. Faites juste arrêter ça. » Rex s'était approché tout près. « Je veux que tu te souviens de ce sentiment, cette impuissance, cette terreur. C'est ce que tu as donné à ma fille. C'est ce que tu as donné à toutes ces femmes. Et contrairement à elle, tu mérites chaque seconde. » Ils avaient laissé Hubert dans le chalet, encore attaché au fauteuil avec un téléphone portable placé juste hors de portée sur la table. Dans exactement 12 heures, à midi le lendemain, le téléphone sonnerait avec un appel automatisé à la police signalant une activité suspecte à l'adresse. Il se libérera éventuellement, avait dit Rex, alors qu'il marchait vers la voiture de Russell. Pourquoi ne pas juste le laisser attaché pour que les flics le trouvent ? Parce que, avait dit Russell, je veux qu'il passe ces 12 heures à penser à ce qui arrive. Je veux qu'il marine dans sa peur. Au moment où la police arrive, il sera une épave psychologique. Alors qu'il s'éloignait du chalet, Rex avait senti quelque chose changer dans sa poitrine. Pas tout à fait de la satisfaction. Ce qui était arrivé à Isabella ne pourrait jamais être vraiment réparé. Mais quelque chose de proche, justice. Peut-être, ou au moins responsabilité. Tu penses que ça tiendra ? Avait demandé Rex. L'enquête du FBI, le reporter, tout ça, ça tiendra, avait dit Russell avec confiance. J'ai vu ça avant. Rex. Une fois que le premier domino tombe, les autres suivent. D'ici la semaine prochaine, Dominique Hubert n'aura plus d'entreprise, de réputation, ni de liberté. Ses connexions criminelles avec qui il travaillait, ils couperont leurs pertes et fuiront. Probablement après lui avoir fait souhaiter qu'ils aient été plus miséricordieux, le système judiciaire peut échouer les victimes, mais parfois le karma vise mieux.
Ils avaient roulé en silence un moment, l'obscurité de la forêt cédant à l'éclat des lampadaires de Millbrook Creek. Rex avait pensé à ce qu'ils avaient fait, la ligne qu'ils avaient franchie. Par n'importe quelle définition légale, ils avaient se commis plusieurs délices, mais en regardant les preuves qu'ils avaient rassemblées, les confessions qu'ils avaient extraites, ils ne pouvaient pas se sentir coupables. Certains hommes devaient être arrêtés, et parfois les arrêter requérait d'aller en dehors de la loi. « Merci », avait dit Rex enfin, pour être venu, pour tout. Russell l'avait regardé. « Tu es mon frère et Isabella est ma nièce. Pas de merci nécessaire ? De plus, avait-il ajouté avec un sourire sombre, j'étais hors du jeu depuis 3 ans. Ça faisait du bien d'utiliser mes compétences pour quelque chose qui comptait. Qu'arrive-t-il au garde ? Celui dans la remise. Il se réveillera avec un mal de tête et aucun souvenir de nos visages. J'ai utilisé un sédatif. Au moment où il sera conscient, il ne se souviendra de rien clairement. Il dira aux avocats de Hubert qu'il a été attaqué par quelqu'un, mais sans détail. Ça ne les aidera pas beaucoup. Ils étaient arrivés à la maison à 2h17. La maison était sombre, sauf pour une lumière unique dans la cuisine. Cheryl l'attendait à la table, le visage tiré par l'inquiétude. « Où étiez-vous » avait-elle demandé. « Vous aviez dit que vous seriez de retour à minuit ?» Isabella était inquiète à mort. Rex et Russell avaient échangé des regards. Ils en avaient discuté. Combien dire à Cheryl ? Ils avaient décidé d'une version de la vérité. « Nous sommes allés parler à Dominique Hubert », avait dit Rex prudemment. « Pas ici, à un chalet qu'il possède. Nous voulions nous assurer qu'il comprenne les conséquences s'il s'approchait encore d'Isabella. » Les yeux de Cheryl s'étaient écarquillés. « Vous quoi, Rex ? C'est... Vous pourriez aller en prison pour ça ? Seulement s'il le signale, » avait dit Russell calmement. « Et fais-moi confiance, Cheryl. Il ne le fera pas. Nous nous en sommes assurés. » « Qu'avez-vous fait à lui ?» avait demandé Cheryl. Sa voix à peine un murmure. « Rien de permanent ?» avait dit Rex. Ce qui était techniquement vrai, nous l'avons juste convaincu que laisser notre famille tranquille était dans son meilleur intérêt. Et nous avons rassemblé des preuves qui pourraient intéresser les autorités. Cheryl avait regardé entre eux, déchirée entre la colère et le soulagement. Enfin, elle s'était affaissée dans sa chaise. « Je devrais être furieuse contre vous deux. Je devrais appeler la police tout de suite. »« Mais tu ne vas pas le faire ?» avait dit Rex doucement. « Ce n'était pas une question... »« Non, » avait admis Cheryl. « Parce qu'une partie de moi est contente, une partie de moi voulait le blesser moi-même pour ce qu'il a fait à notre fille. Est-ce mal ? C'est humain, » avait dit Russell. « Et pour ce que ça vaut, ce que nous avons fait ce soir, ça va aider plus que juste Isabella. Il y a d'autres femmes que Hubert a blessées. Elles vont obtenir leur justice aussi. Comment ? » avait demandé Cheryl. Au cours de l'heure suivante, ils avaient expliqué prudemment, en éditant les détails les plus illégaux, ce qu'ils avaient appris, les confessions qu'ils avaient obtenues et les rouages qu'ils avaient mis en mouvement. Quand ils avaient fini, Cheryl était restée silencieuse un long moment, puis elle s'était levée, avait marché vers Rex et l'avait serré dans une étreinte féroce. « Promets-moi, » avait-elle murmuré, « que tu ne feras plus jamais quelque chose comme ça sans me le dire. »« Je promets, » avait dit Rex, la tenant serrée, « et promets-moi que ce monstre ne blessera plus jamais personne. » « Ça, » avait dit Rex, « je peux absolument le garantir. » Chapitre 7. Les murs s'effondrent. La ville de Millbrook Creek s'était réveillée mardi matin avec un scandale. La une du Pittsburgh Post-Gazette présentait un exposé dévastateur, le sombre secret d'un PDG tech. Plusieurs femmes accusent Dominique Hubert d'agression sexuelle. Leanne Cunningham était la source nommée, mais l'article faisait référence à 4 autres femmes qui s'étaient manifestées anonymement après avoir appris que quelqu'un tenait enfin Hubert responsable. À 9h, l'histoire avait été reprise par des médias nationaux. À 10h, des agents du FBI étaient arrivés au siège de Hubert Digital Solutions avec un mandat pour les dossiers financiers. À midi, l'avocat de Hubert, Felix McCarty, tenait une conférence de presse hâtivement organisée, l'air secoué et refusant de répondre à la plupart des questions. Et à 12h04, exactement comme Russell l'avait programmé, la police de Millbrook Creek avait reçu un tuyau anonyme sur une activité suspecte à un chalet dans les bois à 60 km au nord de la ville. Rex avait regardé la couverture médiatique depuis son salon, Cheryl à côté de lui, Isabella à l'étage refusant de regarder quoi que ce soit. La réponse de la police avait été rapide. 2 unités envoyées à l'adresse. Ce qu'ils y avaient trouvé dominerait le cycle des nouvelles pendant des semaines. Le détective Nelson Bryan était le premier officier sur les lieux. Un vétéran de 30 ans de la force, il avait vu beaucoup dans sa carrière, mais rien de tout à fait comme ça. La porte du chalet était déverrouillée. À l'intérieur,
Dominique Hubert était assis dans un fauteuil en cuir, échevelé et incohérent, marmonnant sur des hommes dans le noir et des preuves et l'endroit avait clairement été fouillé, tiroirs ouverts, papiers éparpillés, mais la découverte la plus accablante était à l'étage, le coffre-fort encore ouvert. Contenant des photographies et de la documentation de multiples agressions, il a juste abandonné, avait dit Brian au reporter plus tard, confessez tout sur place. N'arrêtez pas de dire que tout était fini, que tout le monde savait. Pour être honnête, je n'ai jamais vu rien de tel. C'est comme si toute sa psyché s'était effondrée. Le garde qu'ils avaient trouvé enfermé dans la remise, un homme nommé Octavio Bowers, qui s'avérait avoir des mandats dans 2 États, avait corroboré que Hubert rencontrait quelqu'un au chalet, mais sa description des assaillants était vague au mieux, 2 hommes peut-être, des grands gars, se déplaçaient vite, c'est tout ce que je me souviens, pas assez pour une enquête sur Rex ou Russell. Le cirque médiatique s'était intensifié tout au long de mardi et mercredi. Plus de femmes s'étaient manifestées. D'anciens employés de Hubert Digital Solutions avaient partagé des histoires d'un lieu de travail toxique, du comportement inapproprié de Hubert, d'avertissements murmurés passés entre les employés femmes. Le conseil d'administration de l'entreprise avait convoqué une réunion d'urgence mercredi après-midi et avait voté à l'unanimité pour retirer Hubert de son poste de PDG, avec effet immédiat, et jeudi, l'entreprise avait déposé le bilan. Incapable de survivre au scandale et à l'exode des clients, la femme de Hubert, Tasha, avait demandé le divorce vendredi. Sa déclaration par l'intermédiaire de son avocat était brève mais dévastatrice. Je croyais mon mari quand il disait que ses accusations précédentes étaient des mensonges. J'avais tort. Je soutiens ses victimes et coopérerai pleinement avec toute enquête. Tout au long, Rex avait gardé sa famille proche. Isabella était restée à la maison du travail, qui n'existait plus de toute façon. Cheryl avait pris quelques jours de congé de l'enseignement. Ils avaient regardé les nouvelles ensemble, traitant ce qui se passait. « Papa », avait dit Isabella jeudi soir, la première fois qu'elle disait plus que quelques mots depuis vendredi soir. « Est-ce que as-tu fait quelque chose pour que ça arrive ?» Rex avait regardé sa fille, voyant la force commencer à revenir dans ses yeux, et avait choisi ses mots avec soin. « Ton oncle Russ et moi nous sommes assurés que la vérité sorte. C'est tout. Le reste, l'enquête, les autres femmes qui se manifestent, son entreprise qui s'effondre, c'est tout sur lui. Il a construit une maison sur une fondation d'abus et de mensonges. Nous avons juste donné une petite poussée. » Isabella avait hoché la tête lentement. « Bien, » avait-elle dit calmement, « il le méritait. Ils le méritent tous. Tous les hommes qui pensent pouvoir faire ça et s'en tirer, ils ne le feront pas, » avait promis Rex. Plus maintenant, pas si j'ai mon mot à dire. Vendredi soir, Russell se préparait à partir. Il avait séjourné dans un hôtel, maintenant la distance pour éviter les soupçons. Avant de partir, lui et Rex s'étaient rencontrés une dernière fois dans le garage. « C'est fait », avait dit Russell. « Le FBI a assez de preuves pour le mettre à l'ombre pendant des années. Même sans les charges d'agression, le blanchiment d'argent seul suffit pour une sentence de 20 ans. Ajoute les charges d'agression que 5 femmes pressent maintenant formellement, et il mourra en prison. Et les connexions criminelles, les gens pour qui il blanchissait de l'argent déjà géré, avait dit Russell avec un sourire sombre. Disons juste que les anciens associés de Hubert ont conclu qu'il est plus un risque qu'un atout. Dernière nouvelle, il est en détention protectrice. Et même ça pourrait ne pas suffire. Rex avait tendu la main. Je te dois, Russ. Pour tout, Russell avait secoué la tête. Tu ne me dois rien. Regarder l'empire de ce prédateur s'effondrer, c'était paiement suffisant. Il avait fait une pause, son expression sérieuse. Rex, ce que nous avons fait, franchir cette ligne, ce n'est pas quelque chose qu'on peut défranchir. Tu dois être en paix avec ça. Je le suis. Rex avait dit sans hésitation. Le système a échoué, ma fille. Il a échoué toutes ces femmes. Quelqu'un devait faire quelque chose. Je suis content que ce soit nous. Souviens-toi juste, c'était une chose unique. Tu as une bonne vie, une famille qui a besoin de toi du bon côté de la loi. Ne laisse pas un acte justifié de vengeance devenir une habitude. Je ne le ferai pas, avait promis Rex. C'était pour protéger ma fille. Maintenant, c'est pour l'aider à guérir. Russell avait hoché la tête, satisfait. Alors, mon travail ici est fini? Appelle-moi si tu as besoin de quoi que ce soit. Et je dis n'importe quoi, mais j'espère que c'est la dernière fois que nous devons faire quelque chose comme ça. J'espère, avait convenu Rex. Il s'était étreint une dernière fois, comme le font les frères quand les mots ne suffiront pas. Puis Russell était parti, sa berline grise disparaissant dans la circulation du soir, un fantôme retournant aux ombres
qu'il habitait maintenant, Rex était resté dans son allée un long moment, respirant l'air frais de novembre, sentant le poids de la semaine passée se transformer en quelque chose qu'il pouvait porter, puis il était rentré chez sa famille. Chapitre 8. Ce que la police a trouvé. Le détective Nelson Bryan était assis à son bureau, entouré de dossiers qui composeraient la plus grande poursuite dans l'histoire de Millbrook Creek. L'affaire Dominique Hubert avait explosé en quelque chose bien au-delà d'un scandale local. Enquêteurs fédéraux, multiple jurisdictions, assez de preuves pour remplir 3 salles d'évidence. Mais quelque chose le tracassait, la chronologie ne collait pas tout à fait. La confession de Hubert au chalet était étrange, divagante. L'homme n'arrêtait pas de mentionner des choses qui n'étaient pas encore publiques, comme si quelqu'un l'avait déjà confronté à des preuves, et puis il y avait l'état dans lequel il l'avait trouvé. Traumatisé, psychologiquement brisé, bien au-delà de ce qu'un simple cambriolage causerait. « À quoi penses-tu » avait demandé son partenaire, Charlie Riley, se laissant tomber dans la chaise en face du bureau de Bryan. « Je pense que quelqu'un est arrivé à Hubert avant nous », avait dit Bryan prudemment. « Quelqu'un qui savait exactement ce qu'il faisait. Tu veux dire les 2 types que le garde a mentionnés, ceux qu'il ne peut pas identifier ?» Ouais. Ces types, Bryan avait tapoté son stylo contre son bloc-notes. Travail professionnel, savait éviter les caméras, n'ont laissé aucune preuve médico-légale, ont obtenu une confession complète de Hubert, qu'il a ensuite répétée à nous. C'est presque comme s'ils avaient fait notre boulot pour nous. « Tu te plains d'une affaire facile ?» avait demandé Riley avec un sourire. « Non !» avait admis Bryan, « mais ça me tracasse de ne pas savoir qui. Est-ce que ça importe ?» Riley s'était penché en arrière dans sa chaise. « Regarde, qui qu'ils soient, ils nous ont rendu service. Bon sang, ils ont rendu service à toute la ville. Hubert était un prédateur et le système le protégeait. Parfois, il avait fait une pause, choisissant ses mots avec soin. Parfois, la justice a besoin d'un peu d'aide. Bryan avait considéré les mots de son partenaire. Techniquement, il devrait enquêter sur l'agression contre Hubert. Il y avait des protocoles, des procédures, des règles à suivre. Mais l'homme avait agressé au moins 5 femmes, peut-être plus. Il avait utilisé sa richesse et son pouvoir pour détruire des vies. Et maintenant, il faisait face à de vraies conséquences. Charge fédérale, poursuite civile, humiliation publique et une sentence de prison qui le garderait enfermé pour des décennies. Est-ce que ça importait vraiment? Comment ils en étaient arrivés là? « Tu n'as rien vu ?» avait dit Bryan enfin. « Vu quoi ?» avait demandé Riley innocemment. « Exactement. Les dossiers sur Hubert s'épaississaient de jour en jour. L'enquête financière du FBI avait révélé un réseau de transactions illégales remontant à 7 ans. L'argent que Hubert blanchissait provenait de familles du crime organisé à Pittsburgh et Philadelphie. Des gens qui n'appréciaient pas que leurs opérations soient exposées. Le 28 novembre, alors qu'il était en détention protectrice en attendant le procès, Dominique Hubert avait été attaqué par un autre détenu. L'incident avait été classé comme violence carcérale aléatoire, mais le détective Bryan avait noté que le détenu en question avait des liens avec l'une des familles du crime avec qui Hubert avait travaillé. Hubert avait survécu, mais avait subi des blessures significatives. Il boiterait pour le reste de sa vie. Et la chirurgie reconstructive de son visage prendrait des mois. Bryan n'avait ressenti aucune sympathie particulière. Le procès, quand il avait enfin eu lieu en mars, avait été rapide et décisif. 5 femmes avaient témoigné sur des agressions sexuelles. Des agents du FBI avaient présenté des preuves irréfutables de blanchiment d'argent. La propre confession de Hubert, donnée à la fois au chalet et plus tard à la police, avait scellé son sort. Le jury avait délibéré moins de 3 heures. Coupable sur tous les chefs, la sentence était venue 2 semaines plus tard. 45 ans en prison fédérale sans possibilité de libération conditionnelle, avant au moins 30 ans, au moment où Dominique Hubert reverrait la liberté. Il serait un vieil homme s'il vivait aussi longtemps. Les mots du juge Rashad Scott à la sentence étaient d'un mesuré mais ferme. « M. Hubert, vous avez utilisé votre position de pouvoir pour prier sur des femmes vulnérables, c'est Selamad. Vous avez détruit des carrières, endommagé des vies, et n'avez ressenti aucun remords. Ce tribunal s'assure que vous n'aurez plus jamais cette opportunité. J'espère que vos victimes trouveront une mesure de paix en sachant que vous ferez face aux conséquences de vos actions. » Dans la galerie, Isabella Carney était assise entre ses parents, sa main serrée dans celle de sa mère. Quand la sentence avait été lue, elle s'était permis un petit souffle de soulagement calme. C'était fini. Chapitre 9. Reconstruction. 6 mois plus tard. Millbrook Creek avait largement tourné la page. Hubert Digital Solutions avait disparu.
Le bâtiment vendu à une autre entreprise tech qu'il avait immédiatement renommée et avait institué des politiques strictes contre le harcèlement. La plupart des anciens employés avaient trouvé du travail ailleurs et ceux qui n'avaient pas pu étaient aidés par un fonds que Tasha Huber, maintenant Tasha Cummings de nouveau, ayant repris son nom de famille, avait établi avec une partie de son règlement de divorce. « Je ne peux pas défaire ce que mon ex-mari a fait », avait-elle dit au reporter, « mais je peux aider ses victimes à reconstruire leur vie. » Isabella était parmi les bénéficiaires du fonds. L'argent l'avait aidée à retourner à l'école pour un diplôme de master en travail social avec un focus sur l'aide aux survivantes de harcèlement sexuel au travail. « Je veux être là pour d'autres femmes », avait-elle dit à Rex un soir au dîner. « Comme les gens l'ont été pour moi, je veux les aider à comprendre qu'elles ne sont pas impuissantes. » Rex avait observé sa fille, voyant la force qui avait grandi de son traumatisme. Elle avait passé des mois en thérapie, travaillant sur la peur et la violation. La jeune femme brillante et ambitieuse qui était rentrée en pleurant cette nuit de décembre n'était pas revenue. Elle avait été transformée en quelqu'un de plus dur, plus sage, mais pas moins déterminé. « Ton oncle Russ m'a appelé hier », avait dit Rex prudemment. Russell les contactait rarement, parti de maintenir la distance. Mais quand il le faisait, ça signifiait quelque chose. Il voulait vérifier comment tu allais. « Dis-lui que je vais bien », avait dit Isabella. « Mieux que bien. Dis-lui merci. Je sais que vous avez fait quelque chose cette nuit-là. Maman m'a dit que vous étiez allé confronter Hubert. Je n'ai pas besoin des détails, mais je veux qu'il sache que je suis reconnaissante. Je le ferai, » avait promis Rex. Cheryl avait regardé entre son mari et sa fille, et Rex pouvait voir les calculs tourner derrière ses yeux. Elle n'avait jamais demandé l'histoire complète de cette nuit au chalet. Certaines choses, avait-elle décidé, étaient mieux laissées inconnues. « Je suis fière de vous deux », avait-elle dit simplement. « Isabella pour ta force et Rex pour avoir protégé notre famille. » La vie dans le foyer Carnet était lentement revenue à la normale ou à une nouvelle version de la normale. Isabella avait déménagé au printemps dans un appartement plus proche de son université. L'entreprise de construction de Rex avait décroché un contrat majeur pour un nouveau centre civique. Cheryl avait été promue assistante principale à son école. Ils avaient guéri individuellement et ensemble. Un an après cette nuit de décembre, Rex avait reçu une lettre. Pas d'adresse de retour, mais il avait reconnu l'écriture de son frère. « Rex, j'ai vu les nouvelles sur le master d'Isabella et son travail d'advocacy. Toi et Cheryl avez fait un sacré boulot en l'élevant. Elle va aider beaucoup de gens. Je sais que tu t'es probablement demandé si ce que nous avons fait était juste, si franchir cette ligne était justifié. Je ne peux pas répondre à ça pour toi. Chaque homme doit faire la paix avec ses choix. Mais je peux te dire ça, Dominique Hubert a blessé au moins 11 femmes que nous connaissons. Probablement plus. Il avait l'argent et les connexions pour éviter les conséquences indéfiniment. Le système était conçu pour protéger les hommes comme lui. Ce que nous avons fait cette nuit-là, extraire sa confession, rassembler des preuves, exposer ses crimes, ça a redonné le pouvoir à ces femmes. 5 d'entre elles ont porté plainte. 3 autres se sont manifestées dans des poursuites civiles. Toutes ont pu affronter leur agresseur au tribunal et le voir tenu responsable. Ça n'arrive pas dans le vide. Ça est arrivé parce que quelqu'un a poussé, parce que quelqu'un était prêt à franchir des lignes qui devaient l'être. Était-ce légal? Non. Était-ce juste? Je crois que oui. Tu es un bonhomme, Rex. Un bon père? Tu as fait ce qui devait être fait, et tu peux garder la tête haute en sachant ça. Ton frère, Russ P. S. brûle cette lettre après l'avoir lue. Pas besoin de preuves écrites traînant. Rex avait lu la lettre 3 fois, puis, suivant les instructions, l'avait brûlée dans sa cheminée. Il avait regardé le papier se recroqueviller et noircir, les mots disparaissant en cendres. Russell avait raison, ça avait été nécessaire. Le système avait échoué, aurait continué d'échouer sans intervention. Parfois, la justice requérait des hommes prêts à sortir des lignes pour faire ce que d'autres ne pouvaient ou ne voulaient pas. Rex ne le regrettait pas. Il ne le regretterait jamais. Ce soir-là, la famille Carnet s'était réunie pour leur dîner hebdomadaire, une tradition qui était devenue sacrée après tout ce qu'ils avaient traversé. Isabella avait amené son petit ami, un travailleur social nommé Blake Porter, pas de lien avec le conseiller municipal. Elle s'en était assurée. Cheryl avait cuisiné son fameux lasagne. Rex avait grillé des steaks sur la terrasse arrière. C'était normal, paisable, exactement le genre de soirée que Rex avait passé sa vie à viser après le dîner. Alors qu'ils étaient assis autour de la table, riant à une des histoires de Blake, Isabella avait croisé le regard de Rex et avait articulé 2 mots. « Merci ». Rex avait hoché la tête.
La compréhension passant entre père et fille, certaines conversations n'avaient pas besoin d'être dites à voix haute. Cheryl avait levé son verre. Un toast, avait-elle dit, à la famille, à la survie, à la justice. Peu importe comment elle vient, à la justice, avait-il fait écho, les verres tintants. Alors que Rex regardait autour de la table les gens qu'il aimait le plus, il avait ressenti un profond sentiment de satisfaction. Les cicatrices étaient encore là. Elles ne disparaîtraient jamais complètement. Mais elles avaient guéri plus fortes, plus résilientes. Dominique Hubert était enfermé en prison fédérale où il resterait pour des décennies. Ses crimes avaient été exposés, ses victimes validées, son pouvoir retiré. Et la famille Carnet était intacte. Plus forte que jamais, au final, c'était tout ce qui comptait. Rex avait protégé sa fille. Il avait tenu tête à un prédateur quand le système ne le faisait pas. Il avait franchi des lignes qui devaient l'être et avait fait affronter des conséquences à un monstre. Certains pourraient le juger pour ça. Certains pourraient appeler ce que lui et Russell avaient fait du vigilantisme illégal mal, mais en regardant le sourire d'Isabella, la lumière revenant dans ses yeux, Rex savait avec une certitude absolue, il le referait tout en un battement de cœur. C'est ici que notre histoire se termine. Partagez vos pensées dans la section des commentaires. Merci pour votre temps précieux. Si vous avez aimé cette histoire, assurez-vous de vous abonner à cette chaîne. Ça m'aiderait beaucoup. Cliquez sur la vidéo que vous voyez à l'écran et je vous verrai. Otherwise, there are probably community groups. There are ways out there to make friends and to meet people. Group therapy, whatever. I don't know. Why am I so mean? When a girl that liked me first does not want me anymore, I say fucked up things, but I still want them to love me. Because you're insecure. And it's like, you can't fire me. I quit. It's like that. But please work on yourself. This sounds mean, but I wouldn't be surprised that she doesn't like you anymore if you're that kind of person who would say fucked up to things to people. Like, you need to be secure in yourself before you get into a relationship, not getting secure while you're in the relationship. Like, you need to be pretty... Relationships are for two stable people to come together. Or more, I guess, if you're whatever. But it's for stable people to come together, not for someone to help someone out of the dark. You know what I mean? That's a therapist's job. And not to say that Kaylin hasn't helped me. She's been a huge light of my life. But it's not her job. And I wouldn't judge her if that's not what she wanted. To be someone's healer. You know your sister harms herself. And if I tell my parents, they will be mad and they will only bring her to therapy and she will end up hurting herself even more. I would say it's a tricky situation. Talk to her. Harm, SH is an expression of internal things. It's taking something internal and putting it into the physical. And so she needs therapy. The best advice I can give to someone who is struggling with that, what helped me, it's different for everybody. What helped me is, first of all, knowing the medical risks. It is really dangerous to do. That's why you don't do it. Secondly, knowing alternatives. I don't think you should use... I don't like when... I don't have a dinner plan, babe. No one's home except for Claire. But, I don't like the whole, like, snapping your hair tie on your wrist thing. For some people it works, but I don't want to continue a self-punishing cycle. Like, I don't want it to be like, oh, I would hurt myself. Like, you shouldn't be substituting it with other ways of hurting yourself. That's not good. That just validates the idea that you should be punishing yourself, which you shouldn't be.
If you're trying to put what's internal into the physical, you can draw, you can listen to music, you can make music, you can write poetry. I love doing that. If I pay for date night. Okay, fine! Sorry. But, la, 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 la. Oh, I don't know. Ice? But don't use it to punish yourself. If you're trying to feel things, like, I don't know, it's hard because too much of anything is dangerous. Like, I can't say, if you're trying to feel things, go eat a cake. Because, like, obviously binge eating disorders are real. So I'm not going to say do that. I mean, obviously there's more to the disorder, but that's what I'm, you know what I mean. All I can say is there are other ways to express how you're feeling inside, outside. And yes, that's all. I had better advice in my head, but I can't remember it right now. I'm sorry. I don't know. But that shit's dangerous. I panicked one time. I had injured myself. And it was